grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Haloud Mauni. Cheniberi. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes vendredi 6 novembre 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons trois thèmes et d'autres sous-thèmes. Mais d'abord, les trois thèmes. Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été tués à Kidal il y a de cela 2 ans. L'enquête piétine. Nous allons voir l'état d'avancement donc des investigations avec nos journalistes. La situation dans le nord du Mali en parlant donc de la crise. Le processus de paix, nous allons en parler. Également terrorisme, il sera question donc de la lutte contre le terrorisme dans le nord du pays, mais nous allons nous accentuer sur la situation à Mopti. Pour cela, nous avons 4 invités: Youba Konaté de Zénith Balé, Amadou Diallo du journal Essor et Diakaridja Yossi du journal Indépendant, mais sans oublier Lamfia Sinaba, journaliste indépendant. Je suis Famoussa Sidibé, Gagne Kanté est à la technique. Studio Tamani. Il y a de cela donc 2 ans que les journalistes, la journaliste Ghislaine Dupont et le technicien Claude Verlon, deux employés donc de RFI, étaient tués dans le nord du Mali, précisément à Kidal. Voilà des assassinats qui restent jusqu'à l'heure d'aujourd'hui sans suite. Les enquêtes du côté malien et français piétinent. Aujourd'hui, les amis donc de ces 2 employés de RFI demandent à ce que le gouvernement français lève donc le secret défense sur cette question, car au moment des faits, des soldats de la force Barkhane étaient stationnés donc à Kidal, et pour entendre ces militaires français sur la question, il faut donc lever le secret défense, chose obtenue enfin selon l'annonce du Quai d'Orsay. Il est à prévoir donc cette levée du secret défense d'ici la fin donc de l'année. Alors 2 ans après, l'enquête piétine. Pourquoi piétine-t-elle, Youba Konaté? Merci Famoussa une fois de plus de nous permettre de donner nos points de vue par rapport à l'actualité dans notre pays. Et comme vous venez de le dire, je pense que la levée du secret défense sur cette affaire en France va faire certainement évoluer les choses. Mais déjà, il est important de dire que pour un journaliste malien ou un Malien de façon générale, il est difficile de se prononcer sur cette question, puisque au moment où ça s'est passé, il y avait une absence totale de l'ensemble des autorités maliennes sur à Kidal. Donc les Maliens peuvent dire beaucoup de choses, mais je ne pense pas qu'ils maîtrisent tout sauf la réalité des faits. La réalité des faits, puisque entre-temps, il y a beaucoup de rumeurs par rapport à cette affaire-là. Donc certainement que la levée du secret défense sur la question va permettre d'en savoir un peu plus. Lamfia. Sur ce point, je voudrais d'abord m'incliner sur la mémoire de nos confrères. Et comme Youba l'a dit, ça a été fait à un moment où vraiment nous étions tous absents, que ce soit les autorités, les journalistes. Mais selon des informations qu'on reçoit par-ci, par-là, sur la base des informations, là, on peut se permettre de faire certains commentaires. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, vraiment, il est très très difficile de dire exactement ce qui s'est passé. Mais pour se faire une idée de ce qui s'est passé, peut-être quand on regarde le retard ressenti, le constat, le retard constaté dans le déroulement du dossier judiciaire, ça nous amène quelque part à nous poser des interrogations. Pourquoi autant de retard? Pourquoi autant de silence? C'est vrai, on a parlé tantôt de la levée du secret défense, c'est vrai, mais cela avait souligné un moment. D'abord, on l'a demandé pour que ça soit obtenu, ça a mis du temps. Et maintenant, combien de temps aussi ça va prendre pour que ça soit levé? Ce qui amène aussi à poser d'autres questions. Qu'est-ce qui gêne le gouvernement français dans cette affaire? Pourquoi autant de retard? Voilà des interrogations qu'on peut se poser. Et ce n'est pas vraiment de nature à encourager ce métier-là. C'est un cas parmi d'autres qui malheureusement ne sont pas toujours bien élucidés. D'accord. Alors Diakaridja Yossi, votre avis sur la question?
Comme l'ont dit mes prédécesseurs, la mort de nos deux confrères à Kidal il y a 10 ans, je dirais que c'est une affaire franco-française. Pour la simple raison que, pour répéter Sinaba, au moment où ils ont été assassinés, il n'y avait aucun symbole de l'État malien à Kidal. Et si quelqu'un peut en parler plus, je pense que c'est la France, parce que ce n'est pas pour rien que la levée de ce secret de défense-là prend du temps. Moi, je me permets peut-être de polémiquer un peu là-dessus. Allez-y. J'écoutais l'ancien ministre français de la Défense il y a 3-4 jours. Il disait que dans les conditions normales, lorsqu'on demande la levée du secret de défense, que ça ne prend pas plus de deux semaines. Et pour le cas de l'espèce, le président français Hollande s'est personnellement impliqué. Et malgré tout cela, il y a encore des blocages. Pourquoi il y a ces blocages-là? Parce que certains disent que les deux journalistes auraient pu être tués par des soldats français. Une bavure. Une bavure alors. Et pour que ces militaires français-là ne soient pas poursuivis, il faut que ce secret de défense soit maintenu. Et quand on dit que d'ici la fin de l'année, je l'espère, peut-être que ça va être une lueur d'espoir. Alors, Amadou Diallo. Bon, pourquoi secret de défense? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi secret de défense? Donc, ça veut dire qu'il y a zone d'ombre dans cette affaire-là. À qui en vouloir? Qui cache quoi? C'est la question que je me pose. Qui cache quoi? Donc, là-dessus, je n'ai pas beaucoup de commentaires. La vérité, peut-être que va prendre du temps, mais dans tous les cas, on le saura. Alors, sans être un magistrat ni juge, il est quand même difficile de pouvoir mener une enquête à cette distance, vu que aucun personnel civil ne peut se rendre, du moins pour l'instant, à Kidal pour mener une telle enquête. Comment est-ce que les juges maliens vont devoir accélérer les choses, puisque c'est ce que demandent les familles et les amis dans ce dossier? Yuba. Ok, merci. Vous savez, ça, vous-même, vous avez compris. C'est vraiment la participation des autorités du Mali, de la justice malienne va être un pur symbole, c'est tout. Puisque souveraineté oblige, on sera obligé vraiment de nous respecter un peu. Sinon, on n'a rien à dire dans ces dossiers-là. Tout le monde le sait. C'est la France et les Français qui détiennent la réalité. Et c'est pourquoi tout le monde sait que la levée du secret de défense, si encore une fois il n'est pas manipulé, peut permettre d'aboutir à des choses concrètes. Alors, au-delà de l'audition des soldats français, il y a également cette question d'écoute téléphonique dont la liste, selon la partie française, n'est pas complète. Est-ce que cela pourrait apporter quelque chose d'autre au dossier? C'est la liste, comment dirais-je, les écoutes téléphoniques ne sont que des détails. Mais vous imaginez tout l'arsenal, tous les moyens que les Français ont sur place à Kidal, qu'on puisse... Non, les Français ont la clé de cette affaire, ils savent la réalité. Et je pense que la levée du secret de défense va nous permettre d'aboutir à quelque chose. C'est très clair. C'est votre avis, Lafia? C'est ça, les choses se complètent à mon avis. D'abord, parlant de la justice malienne, je suivais l'autre jour un débat, il y a un ami de Ghislaine qui disait que la justice malienne a été claire, il y a une question de moyens, ils n'ont pas les moyens. Maintenant, par rapport aux écoutes, Yuba disait que c'est des détails, mais moi je pense que c'est des détails importants dans la mesure où dans une telle situation, si on sait au moins avec qui ils ont été en contact, qu'est-ce qu'ils ont su, qu'est-ce qu'ils ont échangé au téléphone, ça peut être des éléments déterminants dans l'enquête. Mais il y a un autre aspect que je voudrais aussi évoquer. Ces deux confrères ont été enlevés devant la maison de Ambéry. Je pense que quelque part, un membre du MNLA, s'il est auditionné, ça peut aussi faire avancer, ça peut donner, à mon avis, des pistes de réflexion, des pistes pour l'enquête, dans la mesure où ça a été fait dans une situation très rapide. Aussitôt on a appris leur enlèvement, aussitôt on a appris qu'ils ont été assassinés. Donc peut-être que, pour revenir à ce que Yossi avait dit, est-ce qu'il n'y a pas eu bavure? Ou bien qu'est-ce qu'ils ont su à Kidal qu'ils ne devraient pas savoir? Est-ce que c'était une moyen de les faire taire? Les journalistes eux-mêmes. Les journalistes eux-mêmes, parce que les circonstances dans lesquelles ils ont été à Kidal, ça laisse
ça donne à réfléchir parce qu'ils ont été assassinés le 2 et le 28, on se rappelle qu'il y a eu des événements. La libération, il y avait certains otages français qui ont été libérés. Maintenant, est-ce qu'ils ont su des choses, des détails par rapport à la libération de ces otages-là qu'ils ne devraient pas savoir et qu'il fallait les faire taire? Point d'interrogation. En tout cas, que ce soit les écoutes téléphoniques, que ce soit la piste Ambéry, je pense que c'est des éléments qui sont à analyser avec lucidité, qui peuvent être de nature à faire avancer l'enquête, à mon avis. Alors, sur l'enquête dans la partie malienne, Diakardia, quel est votre avis sur le déroulé de l'affaire? Je crois qu'il faut pas compter sur le Mali pour que cette enquête-là aboutisse. Au moment des faits, il n'y avait aucun symbole de l'État. 2, au jour où nous sommes, l'État n'est pas à mesure d'aller. Et pour enquêter, il faut être sur place. Il faut écouter des gens. Et celui que moi j'appellerais le principal, enfin l'un des principaux acteurs à Kidal, c'est Ambéry. Ils ont été enlevés devant la maison, n'est-ce pas, de ce responsable local du MNLA. Et après la mort de nos 2 confrères, Ambéry Agrissa a continué à être interviewé par les chaînes françaises, notamment RFI et France 24. Donc ça veut dire qu'il y a un contact déjà entre les autorités françaises et ce dernier qui est membre à part entière de l'assassinat, n'est-ce pas, de nos 2 confrères. Je ne dirais pas qu'il a pris part, mais il fait partie intégrante de cette affaire-là. Ils ont été enlevés devant sa maison. Juste après nos 2 confrères l'aient interviewé. Et au moment de leur enlèvement, ce qui est sûr, n'est-ce pas, il y a eu du bruit et Ambéry est à mesure de dire quelque chose dans cette affaire-là. Et si les autorités françaises veulent vraiment élucider ces dossiers, Ambéry est une piste sérieuse. Alors Amadou, comment aujourd'hui qualifiez-vous la liberté d'expression au Mali? Par rapport à quoi? Par rapport, dans l'ensemble, comment est-ce que vous évaluez la liberté d'expression? Est-elle respectée? Connaît-elle des difficultés? Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait des difficultés à la liberté d'expression au Mali. Bon, je ne suis pas politique. Je ne suis pas journaliste. Voilà, je suis journaliste. Jusqu'à présent, je prends l'exemple sur moi-même, jusqu'à preuve de contraire, je n'ai été inquiété nulle part. Au contraire... vous êtes de la presse d'État, donc vous n'avez pas de quoi avoir peur. Non, ce n'est pas ça. J'ai longtemps travaillé d'abord dans la presse privée, avant de venir à l'État. Et en aucun moment, je n'ai été inquiété. Alors, comment voyez-vous le travail des journalistes dans les zones de guerre, comme Kidal? Pensez-vous qu'il faille se rendre coûte que coûte dans ce genre d'endroit pour donner les informations? Bon, c'est normal. C'est normal. Un journaliste doit être à la quête de l'information où qu'elle se trouve. Bon, maintenant, les conditions aussi vont avec, parce que si on prend les journalistes européens, américains ou bien asiatiques qui vont sur ce genre de théâtre d'opération, parce qu'ils ont une prime de risque, on leur paye une prime de risque assez intéressante. Alors, un journaliste ici, est-ce que les primes de risque existent? Mais les salaires sont encore difficiles, a fortiori primes de risque. Donc, je n'ai pas dit, ce n'est pas une sorte de fuite de responsabilité, mais c'est une réalité avec laquelle il faut compter. On ne peut pas risquer sa vie jusqu'à un certain point. C'est vrai que c'est normal d'informer, mais il faut que toi-même, l'informateur soit d'abord sécurisé. Alors, sinon, avec la peur au ventre, comment il peut aller sur... Il ne peut pas donner de bonnes infos. Voilà, donc moi je donne un petit exemple. Quand le jour de l'attaque de la gare de Sokoningo, je venais juste d'arriver... Sur les lieux, juste d'arriver. Le premier coup, j'ai entendu les premiers coups. Pour moi, c'était un bruit des pneus. Quel a été le premier réflexe? Le deuxième coup, non, le premier coup, on a continué normalement. Le deuxième coup, on a continué, mais le troisième coup. Et puis, quelques rafales. Les gens se sont dit, mais ça devient sérieux. Nous allons observer une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Studio Tamani, c'est les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte Twitter, sans oublier notre site web www.studiotamani en un seul mot, .org. Studio Tamani fait le point aujourd'hui sur 3 sujets. C'est le forum de la presse, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, leur assassinat depuis 2 ans. L'enquête n'avance pas. La situation dans le nord du Mali avec un clin d'œil au processus de paix et terrorisme. Nous allons également évoquer cette attaque de Pinas à Tenenkou dans la région de Mopti. Mais avant, je voudrais bien entendre Yuba sur la liberté de la presse au Mali. Alors, vous avez entendu tout à l'heure Amadou Diallo dire qu'il n'y a vraisemblablement pas de problème que les journalistes exercent leur métier au Mali. Est-ce que c'est votre avis? Oui, certainement. Mais il faut... C'est-à-dire que la situation au Mali n'est pas peut-être... C'est pas forcément le calme apparent là qui doit être préoccupé. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde, il y a toujours un risque, une menace, puisque c'est des jeux d'intérêt. C'est ce dont les journalistes menacent les intérêts sont toujours tentés de les museler. C'est clair, c'est partout. Ça, ce n'est pas propre au Mali, c'est même humain. Donc, mais pour le moment, jusque-là, vraiment, la liberté de presse au Mali est une réalité. Et aussi, même si souvent, il y a des tentatives. Il y a des tentatives, c'est très clair. Puisque quand... Voilà, il y a des tentatives. Puisque quand vous reculez seulement il y a 2-3 ans, on a souvent eu des cas... Durant la transition. Voilà, pendant la transition, même avant la transition, il y a eu souvent des cas où des journalistes ont été muselés. Il y a eu des cas où des tentatives de violence ont été faites sur les journalistes. Il y a 2-3 ans, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a absolument rien du tout. Parce qu'entre-temps aussi, il faudrait comprendre que la liberté d'expression au Mali a été obtenue de haute lutte. Il ne faudrait pas l'oublier. Ça a été obtenu de haute lutte. Et les Maliens, de façon générale, sont très jaloux de cette liberté d'expression. Si vous me permettez, vous allez voir un peu, n'est-ce pas, la dernière sortie du président de la République par rapport à l'affaire Tchèblin Dramé. Des tracts supposés provenant de... Mais vous avez vu la réaction unanime de la classe politique qui a dit non aux menaces. C'est vrai que ce n'était pas un journaliste, mais c'était une tentative Qui a proféré les menaces? D'intimidation. Qui a proféré les menaces? Le président de la République, clairement, avait menacé et le gouvernement a menacé très clairement M. Tchèblin Dramé en des termes très clairs et en le nommant, en le prenant par son nom. Membre de l'opposition. Membre de l'opposition. Donc vous avez vu la réaction unanime de la classe politique, même ceux de la majorité. La majorité, sa réaction a été un peu timide. Si, non, ça vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre que les gens qui mangent actuellement... On a du mal à comprendre. Voilà, maintenant, non, moi, vraiment, dans ma tête de Malien, je comprends. Parce que mais les gens liberté d'expression. Mais les gens étaient très gênés. Les gens étaient très gênés. Mais peut-être qu'il faut souligner le cas du jeune président de l'ADP Madiba, qui a très clairement dit que ce n'était pas opportun. La sortie du président n'était pas opportun. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il est de la majorité présidentielle. La vie a parlé de la majorité. Voilà. Oui, justement, je parlais de la majorité. À ce niveau, on n'a pas senti... La condamnation. On l'a dit à côté. Il y a même des ministres qui n'ont pas apprécié la démarche du président. Même non pas du communiqué qui a été publié après. Mais on l'a dit à côté. Mais ça ne devait pas être une affaire de coulisses. Parce qu'il est question de préservation des acquis de la démocratie. Et je pense qu'à ce niveau, tous les acteurs du mouvement démocratique, la classe politique d'une manière générale, devaient vraiment condamner cela de façon unanime. Parce que comme quelqu'un l'a dit tantôt, ce n'était pas opportun. Maintenant, pour revenir à la liberté de la presse, Diallo disait que oui, elle est là. C'est vrai, elle est là, mais elle est là comment aussi? C'est très important. Il n'y a pas très longtemps, on parlait de 2 ans. Moi, je n'irai pas encore plus loin à 2 ans. Il n'y a pas très longtemps, là où on intimidait des gens parce qu'ils avaient publié tel ou tel. C'est-à-dire que ce n'était pas des interpellations officielles, mais il faut reconnaître que quelque part, il y a des intimidations, des menaces. Et là, ce n'est pas bon pour la démocratie, ce n'est pas bon pour la liberté de la presse. Et je pense que cette liberté de la presse, elle est aussi intimement liée à la liberté d'opinion. Et tant que celle-là, cette liberté d'expression, d'opinion est menacée, quelque part, ça aura des répercussions sur la liberté de la presse. C'est pour cela qu'il faut faire tout pour que ces 2 acquis-là puissent continuer ensemble. Et ce qui s'est passé, ce n'est vraiment pas opportun. Je pense que le message a été bien compris et que dans les jours à venir, on ne va plus assister à des scènes du genre. Moi, je peux ajouter une idée.
C'est-à-dire que Rapidement. Pendant la transition, ce qui est arrivé n'est pas normal. Mais je dis c'est une période d'exception. Bon, en période d'exception, souvent il y a des restrictions. Souvent il y a des choses qui arrivent. Moi, quand je fais mon analyse se fonde sur des périodes normales de la marche de la République. Et en ce que je sache, moi j'ai en 1999, 2000, 2001 jusqu'en 2002 avec Alpha, vous savez, j'ai eu à traiter des dossiers extrêmement sensibles. Extrêmement sensibles. C'était l'époque de la lutte contre la corruption engagée par le président Alpha à l'époque. Je prenais directement mes informations à la source, mais il n'empêche que c'était très risqué parce que c'était des gros bonnets. On parlait des gros bonnets à l'époque, des ministres qui ont été interpellés. Et moi, j'ai été témoin. Le procureur m'a fait venir une fois pour assister à des arrestations, mon vieux. Mais en aucun moment, je n'ai été inquiété. Malgré que j'avais ce dossier extrêmement sensible à traiter, je n'ai jamais été inquiété. C'est pour dire que, bon, dans d'autres pays, le Mali n'est pas comme les autres pays. Chez nous, il y a encore... d'autres pays africains. Si on doit aller jusqu'en 99, là, moi, je suis désolé. On va boucler la situation dans le nord du Mali. On va parler maintenant du processus de paix. Le processus de paix, de réconciliation, selon la plateforme, ces troupes sont à Kidal. Est-ce une bonne nouvelle? Comment faut-il accueillir ces informations? Les ennemis d'hier sont aujourd'hui les meilleurs amis du monde. Comment évaluer ce changement de cap vers la bonne direction? Avec vous peut-être, Diakardia. Bon, la plateforme dit effectivement être dans Kidal. Avec armes et bagages. Voilà, avec armes et bagages. Bon, il y a peut-être 2 à 3 mois, ça aurait pu être une nouvelle catastrophique. Mais du moment que ça ne pose apparemment pas de problème, ni à l'un ni à la plateforme, ni à la CEMA. Mais je veux, je veux qu'en ce moment, il faut que Bamako fasse extrêmement attention. Parce que la plateforme, quand même, est sortie des entrailles, si je peux m'exprimer ainsi, de Bamako. C'est, on l'a dit, une milice pro-gouvernementale. Donc, face à leurs intérêts, la plateforme et la CEMA, apparemment, ont décidé de s'entendre. On en prend acte, mais en ce moment, il faut que l'État fasse extrêmement attention par rapport au comportement de ses alliés, notamment la plateforme. D'accord. Alors, si le président a été critiqué sur bien de dossiers, sur ce dossier de réconciliation entre plateforme et CEMA, les deux conviennent pour saluer l'implication du président de la République dans ce dossier. Est-ce que vous y croyez, Yuba? Oui, si c'est les acteurs eux-mêmes qui parlent, on peut faire quoi? Maintenant, moi, il y a un truc que je veux vraiment bien comprendre, parce qu'il faut que les gens fassent énormément attention. Quand on parle d'entente entre la plateforme et la CEMA, il faudrait comprendre déjà que la plateforme elle-même est assez composite. Donc, c'est plutôt des branches qui sont en train d'aller dans ce sens de rapprochement, mais la plateforme en tant que telle, moi, je ne pense pas. Maintenant, si ils sont dans une dynamique de paix et leur engagement, moi, je pense que c'est réaliste, quoi, en fait. Parce que tout le monde a compris aujourd'hui qu'il n'y a même pas d'alternative à aller à s'inscrire dans le processus de paix de façon générale. Parce que la communauté internationale, le monde s'est dit, on va à la paix, là, elle est signée. Bon, sa mise en œuvre, ce serait un peu maladroit que des gens se mettent à côté, surtout qu'entre-temps, vous avez compris que c'est le grand moment du partage de gâteaux. Il faut que tout le monde soit là. Donc, non. Il faut plutôt se mettre dans une dynamique d'apaisement à tout bout de champ pour être présent au moment où on partage les choses, que encore se mettre, s'isoler et avoir des problèmes. Et quel genre de problème? Ah oui, si tu t'isoles, tu as des problèmes, c'est clair aujourd'hui. Tu ne mangeras pas. Moi, je pense qu'à ce niveau, c'est une situation qui est à saluer. Mais seulement, il ne faudrait pas... C'est à saluer d'abord, ne serait-ce que pour le retour de la paix.
Et le président de la commission Vérité, Juste et Réconciliation, lui-même l'a reconnu parce qu'il disait que ça va permettre d'avoir un niveau de sécurité qui, à son tour, va permettre à eux, membres de la commission, de pouvoir faire leur travail. Mais ce qui m'inquiète un tout petit peu à ce niveau, c'est que cette entente, à mon avis, il ne faudrait pas que ça se limite au fait que la plateforme soit en mesure de circuler avec armes et bagages libres à Kidal et vice-versa, mais que cette situation ne s'éternise pas. Autrement dit, le cantonnement risque d'être hypothéqué. Et justement, qu'on aille vite à cela pour que les grosses armées vraiment ne puissent plus détenir les armes. Et je pense que cela est très important sur ce point. Alors, Yuba, on n'a pas parlé sur Non, excuse-moi, juste dire un truc aussi. Juste très rapidement. Très rapidement. C'est-à-dire qu'au moment où on parle de cette entente-là aussi, il y a juste une semaine aussi, la CEMA a célébré son 5e anniversaire. À nous de comprendre aussi. La CEMA, en célébrant quel genre d'anniversaire? Ah oui, devant... ils ont même avec le MNLA ou bien le MNLA, c'est ça. Installé, comment dirais-je, une turbine, les défilés, leur drapeau, tout. Après, wow. Ça aussi, à partir du moment où tout le monde rejoint la table des négociations, on parle je constate seulement. On parle de République du Mali, on ne parle pas d'autre chose. Toute cette ambiance-là bien. Mais à cette même période-là, moi je constate simplement que ça ne devait pas arriver. C'est que c'est le premier responsable quand même. Non, moi je pense que c'était le premier responsable. Et j'ai pas vu le drapeau malien lors de ses 5e anniversaire. C'était le drapeau du MNLA qui a flotté. Il faudrait peut-être donner le temps au temps. Je ne justifie pas ce qui s'est passé, mais en donnant le temps au temps, je pense que c'est des choses qui peuvent s'améliorer au fur et à mesure. Parce qu'il y a 2 semaines, il y a 1 mois et demi, 2 mois, c'était inimaginable de penser que la plateforme pouvait s'entendre, que la plateforme pouvait circuler avec armes et bagages à Kidal. Je pense que c'est des acquis, puisqu'on a décidé de nous inscrire dans une démarche de paix. Je pense qu'on doit continuer à aller petit à petit. On va peut-être dire que c'est l'âge, c'est pas digne d'un État. Non, puisqu'il y avait 2 options. On pouvait aussi faire avec la violence, mais on a vu que ça n'a pas... Ça plus les moyens de la violence. Bon, non, il y a certains de nos compatriotes... C'est toujours connu. Certains de nos compatriotes avaient ce choix, avaient incité le gouvernement à aller à ça, mais le gouvernement a privilégié la voie du dialogue. Je pense qu'avec cette voie du dialogue-là, on peut aller... C'est pas évident si la situation s'améliore, que l'année prochaine, qu'on puisse parler de célébration de l'anniversaire. Ce genre d'événement ne va pas finir, puisque on le sait, dans chaque camp, il y a des positions plus ou moins radicales dans toutes les formations. Donc, au cours de la mise en œuvre du processus, on ne va pas manquer de constater ce genre de fait. Alors, Amadou, vous ne vous êtes pas exprimé sur cette question d'alliance entre CEMA et plateforme. Quel est votre avis sur la question? Bon, je n'ai pas d'avis particulier, simplement pour dire que, en fait, est-ce que la plateforme avait quitté Kidal? Parce que c'est des gens qui ont leur famille là-bas. Donc, comment ils sont partis à Kidal? Comment ils sont rentrés avec armes et bagages à Kidal? Bon, moi, je ne m'intéresse pas à ces détails parce que je me dis qu'ils sont chez eux. Et puisque tous les 2 mouvements se sont inscrits dans la logique de la République, alors... il n'y a pas de blocage. Ce n'est pas si évident que ça. Il ne faut pas banaliser Diallo à ce niveau. C'est très important parce que s'ils sont chez eux, c'est ce qui s'est passé par rapport à Anéfis. Famoussa disait que dans la mise en œuvre de ce processus de paix-là, que ce genre d'actes ne vont pas manquer. Mais je me dis que ce sont quand même des actes de provocation et qui permettent de mesurer le degré de sincérité, n'est-ce pas, des uns et des autres. Sinon, au lieu où nous sommes du processus de paix, il était quand même, ce n'était pas bien de la part de la CEMA ou du MNLA d'organiser le 5e anniversaire, n'est-ce pas, son 5e anniversaire. Ce n'est pas une bonne chose. On l'a vu lors de la signature le 20 juin, la branche radicale du MNLA s'indignait contre ceux qui sont venus signer à Bamako. Donc c'est uniquement en me basant sur ces faits-là que je dis c'est un groupuscule. Ça c'est un groupuscule. Mais je crois que si le MNLA même est sincère, n'aurait pas dû céder, n'est-ce pas, à cette provocation-là, parce que ce n'est pas bien. Parce qu'entre-temps aussi, rapidement. Justement, je voulais ajouter qu'entre-temps, il y a un autre événement que les gens n'ont pas beaucoup noté. C'est-à-dire que
l'ouverture officielle des classes à Kidal devait être faite avec la présence des ministres. Mais entre-temps, les MNLA, moi je ne dirais pas les radicaux du MNLA, parce que si les radicaux parviennent à prendre le pas sur l'ensemble des acteurs sur des questions essentielles. Mais entre-temps, il y a eu des missions du gouvernement qui se sont rendues sur place. Symbole pour symbole, si un ministre de la République était là pour lancer ces processus. Alors, membre de la SEMA, Yuba demande à ce que vous laissez passer les ministres pour se rendre à Kidal. Si effectivement nous sommes tous sincères et nous sommes dans la dynamique vraiment des accords signés. D'accord. Alors nous allons en pause et nous nous retrouverons. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani, rendez-nous visite sur notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Faites-nous part de vos remarques à notre adresse électronique contact au singulier @studiotamani en un seul mot.org. Alors aujourd'hui, nous parlons donc de 3 sujets dans ce forum de la presse. Les assassinats de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, des employés de RFI. Nous l'avons vu en première partie. Une deuxième partie consacrée à la situation dans le nord du Mali avec la suite du processus. Et là, nous parlons de terrorisme avec cette attaque de Pinas à Mopti. Donc, ce mercredi, des hommes armés soupçonnés d'être des djihadistes ont tiré sur une pinasse dans le cercle de Tenenkou, dans la région de Mopti, blessant un de ses occupants. La lutte contre le terrorisme avait-elle connu une baisse pour que ce genre de situation arrive, Jakardia? Bon, je crois que la lutte contre le terrorisme n'a pas baissé. Seulement, les différents acteurs sur le terrain interviennent chacun avec ses moyens. Et c'est le lieu de saluer, je pense bien, l'opération de ratissage qui a été déclenchée par l'armée dans 3 cercles de la région de Mopti, notamment Koro, Banyangara et Pankas, je pense bien. Et au-delà de ces 3 cercles, je crois qu'avec l'attaque de la Pinas dont tu faisais allusion tout à l'heure, il faut également concentrer les actions vers la zone inondée, c'est-à-dire Tenenkou, Yuwaru, voilà. Donc ça permet, parce que là-bas ça fait partie des bastions du fondateur du Front de Libération du Massina, Amadou Koufa. Beaucoup de ces éléments s'abritent dans ces zones-là. Et je crois qu'au-delà du Sénou, ce serait bien que les actions de ratissage concernent également ces zones inondées. Alors, Amadou Diallo, oui. le journal Les Sorts, oui, par rapport à cette question, moi je vais dire que l'identité d'Amadou Koufa, là, tout le monde parle d'Amadou Koufa. Qui a vu réellement Amadou Koufa? Je me dis c'est une identité fictive. Il y a des photos, Amadou. Ça n'existe pas. Je ne crois pas. Il y a une photo qui circule sur Internet, oui, quand même. C'est comme... Et les services de secret ont Attendez, excusez-moi. J'ai laissé les gens parler. Les gens l'ont vu lors de la bataille de Kona. Il n'est pas fictif. Je me dis ça peut être une création. Parce que telle que cette situation a commencé et évolué, c'est une excroissance du mouvement armé du Nord qui s'est déplacé vers le centre. Du centre qui a gagné une partie du Sud un moment et une partie du Nord-Est un moment. Ça veut dire quoi? Ça dit que c'est un mouvement d'ensemble qui obéit à un système. Et Amadou Koufa, moi je me dis ça peut être une création des services de renseignement occidentaux. Alors pour noyer le poisson dans l'eau, parce que... Alors juste une parenthèse, oui. on a longtemps cru que Ben Laden était un mythe jusqu'à sa neutralisation. Est-ce que vous pensez à cette situation également? Ben Laden, on a montré des images. Un corps habillé, comment dirais-je, couvert d'un seul. Moi, c'est le truc... Oui, mais à partir de cette opération, on n'a plus entendu parler de lui. Vous savez. Les services de renseignement, ça c'est les spécialistes des services de renseignement, ils créent des identités au besoin, ils les utilisent au besoin et ils les tuent au besoin. C'est-à-dire, mais il faut être suffisamment averti pour comprendre certaines choses. Moi je crois, je ne suis sûr de rien, mais jusqu'à preuve de contraire,
puisqu'on dit que c'est les Français qui l'ont pris et qui l'ont lâché à la bataille de Konna. Mais moi, j'ai demandé à beaucoup de militaires, beaucoup de gendarmes, beaucoup de policiers, certains qui étaient sur le terrain. J'ai dit, est-ce que vous avez vu Amadou Koufa là? La Capturé, la question est... Bon, restée sans réponse. On entend parler. Tout le monde dit on entend parler, mais personne ne peut dire avec réalité qu'on a vu. Donc c'est pour dire que cette situation de terrorisme, ce n'est pas un terrorisme qu'il faut traiter à part. Il faut mettre cette affaire dans la même situation que le mouvement armé du Nord. Maintenant, quand le mouvement, puisque c'est des hommes armés qui ne sont pas payés, vous savez, c'est un regroupement d'hommes armés, pas avec la même structure que l'armée classique. C'est des gens qui sont payés à la tâche. Maintenant que le mouvement tend vers la fin, on a armé des gens. Donc vous préférez parler de banditisme? C'est des bandits. D'accord. Zakaria veut juste ajouter quelque chose. Je veux que le confrère Diallo soit sûr d'une chose. Amadou Koufa n'est pas une création. Il existe bel et bien. Il a existé avant la bataille de Konna. Il y a des gens de Mopti qui les connaissent et qui peuvent l'identifier. D'accord. Et sur ce point aussi, oui, allez-y. Ok, non, moi je voulais juste dire, même si Amadou Koufa est un fantôme, c'est-à-dire qu'il y a des actes qui posent, il tue des gens. Même si c'est le fantôme qui tue des gens, nous, notre problème, c'est d'éliminer cette menace-là. Ce que moi je n'ai pas compris, c'est le temps que... Bien sûr qu'il faut saluer l'opération qui est en cours dans la région, mais c'est le retard qui a été un peu accusé parce qu'il faut agir quand, comment dirais-je, ces velléités-là sont encore à leur début. C'est ça notre problème. Parce qu'Amadou Koufa, tout le monde sait que c'est un truc islamiste, extrémiste, mais il n'a pas beaucoup de moyens. Tout le monde le sait. Il n'a pas beaucoup de moyens. Mais on le laisse... comment dirais-je, dans cette logique-là, il va grandir, il va se faire des hommes, il va se faire des combattants, il va se faire entre-temps, et puis des moyens, il va acquérir des armes, ainsi de suite, il va se renforcer, il va devenir incontrôlable. Tout le monde a vu l'histoire de Boko Haram. Boko Haram est parti d'où? Au début, ce n'était pas des 100 personnes, mais aujourd'hui, ils en sont à combien? C'est un peu ce retard-là que moi j'ai un peu déploré. C'est sûr que je n'ai pas toutes les cartes en main pour pouvoir comprendre qu'est-ce que les spécialistes attendaient pour intervenir. Mais déjà, l'intervention, il faut le saluer. Maintenant, il faut que ça aille jusqu'au bout. Et contrairement, je voulais peut-être ajouter un petit truc, contrairement à Amadou, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans la volonté des extrémistes qui étaient dans le nord de notre pays, tout le monde, ils l'ont dit à tout le monde, jusqu'à ce qu'ils ont nommé un de leurs trucs, une de leurs organisations pour l'unité en Afrique occidentale. Ils ont dit clairement que ce n'est pas le Mali. L'unité et le djihad. Alors, il y a dans sa conception, le dit à tout le monde, il ne faudrait pas que les gens comprennent que lui, sa lutte, c'est pour le nord du Mali. Il dit c'est pour tout le Mali. Donc, c'est pourquoi il y a eu des tentatives d'étendre des actions au sud, au centre. Voilà, d'étendre. Il va me donner raison. La FIA Sinaba, la FIA n'a pas parlé sur cette question. La FIA, vous avez la parole. Par rapport à Amadou Koufa, au début, je me posais pratiquement la même question que Diallo. Du mythe. Mais parce que à ce niveau, je disais que peut-être nos services de renseignement n'étaient pas à la hauteur. Mais au fur et à mesure que la situation évolue, et dans la presse, j'ai vu les témoignages d'un proche, d'un imam qui a été assassiné par les hommes de Amadou Koufa. Parce que tout simplement, l'islam radical qu'il prône, cet imam n'est pas pour dénoncer. Tu as vu? Donc c'est là où je me dis peut-être qu'il faut prendre cette histoire-là de Amadou Koufa au sérieux. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Dire qu'aujourd'hui que c'est un mythe, je ne crois pas trop sincèrement. Du moment où des proches des victimes réagissent, ont témoigné, je pense qu'à ce niveau, il faudrait peut-être multiplier les efforts, les actions qui sont en cours pour l'appréhender très rapidement. Et je pense bien que par rapport à Amadou Koufa, on a pris un peu de retard à mon avis. Famoussa, j'ai dit, ça dit qu'il faut prendre Iyad. Si les Français et les Américains... Non, si les Français et les Américains acceptent de prendre Iyad, cette histoire d'Amadou Koufa va disparaître comme il est apparu. Comme il est apparu. C'est-à-dire Amadou Koufa. Koufa, là, c'est le nom d'un village. Non, c'est Amadou venant de Koufa. Non, je sais, non. Bon, maintenant, son prénom. Ça, c'est Amadou, c'est son prénom. Et son nom de famille?
Non, nous les Peuls, c'est comme ça. Ça, c'est des détails, Diallo. Non, ça, c'est des détails importants. Non. On dit Amadou Koufa. Le diable existe dans les détails. Koufa, c'est le nom du village. Oui. Amadou, c'est son prénom. Maintenant, son nom de famille. Donc, vous pensez vraisemblablement que c'est une invention? C'est une pure invention. Parce qu'il n'a pas de référence. Amadou Koufa, c'est un élément. Ça dit que c'est une création de Iyad et ses gens. C'est un nom de guerre. Ils ont tous des noms de guerre. D'accord. Ça, c'est une pratique C'est une création. C'est combattant. Je crois que c'est mon point de vue. Et puis, on va donner le temps au temps. Amadou, on va être très clair. Amadou Koufa, il existe, c'est une réalité. Maintenant, pourquoi... Quelle preuve vous avez? Quelle est votre preuve? On laisse Jakardia terminer. Non, mais qu'est-ce que tu veux comme preuve? Il y a des parents de l'imam qui disent que c'est l'imam de d'un village de Djabali qui dit que l'imam a été tué par des proches de Amadou Koufa. Mais ils disent que c'est des proches qui ont témoigné. Mais quels proches? D'accord, on va aller au-delà. On va oublier un moment Amadou Koufa. S'il n'existe pas, il faut savoir maintenant quel est le système auquel il répond. Je dis le système, le nerf du système. Le cerveau du système, c'est Iyad. Iyad est imprenable. On prend Iyad aujourd'hui, vous allez voir tous ces trucs-là. Les pays membres du G5, Sahel unissent leurs forces pour lutter contre l'insécurité dans la région. Les chefs d'état-major du G5 Sahel se sont retrouvés l'autre jour à Ouagadougou pour débattre des moyens de lutter contre le terrorisme. Est-ce que cette initiative est mornée, Yuba? Non, morni, non, je ne sais pas, morni, non. Mais bon, il y a tellement d'initiatives en cours qu'on a l'impression qu'on n'avance pas. Moi, je crois que la solution, vraiment, c'est bon. Il faut toujours collaborer avec les autres, les partenaires, c'est vrai. Depuis sa création, on n'a vu aucune action. Voilà, mais moi, je pense surtout qu'on a intérêt à se renforcer chez nous, d'abord avoir une armée combattante. Avant de participer au G5. Voilà, avant de participer au G5. Si nous-mêmes, nous maîtrisons ce qui se passe chez nous ici, là, le reste, là, on peut participer à tous. Moi, je pense qu'il faut pas faire de façon séparée, qu'au fur et à mesure qu'on renforce nos moyens au niveau interne. Il faut participer à d'autres initiatives. Participer à d'autres initiatives. Mais à ce niveau, au-delà de cette collégialité, je pense qu'il faut surtout mettre l'accent sur le chômage des jeunes. Parce que généralement, il recrute les jeunes parce qu'ils n'ont pas d'autres... Ils sont désœuvrés. Dans ce désœuvrement, le terrorisme devient un créneau facile pour un créneau porteur. On peut facilement se faire de l'argent. Donc, si on a des opportunités... Non, c'est pas un discours politique. Non, c'est pas un discours politique. On laisse la fille terminer. Ces gens qui interviennent, ils n'interviennent pas avec la conviction parce que c'est vraiment des terroristes, comme on le dit entre guillemets, des djihadistes, mais ils viennent parce qu'ils sont dans une certaine nécessité. Et si dans un besoin, si l'opportunité est là, ils saisissent l'opportunité. Sinon, dire que je viens, c'est parce que je viens au nom de Dieu pour ce qu'il y a à faire aux gens. Ce n'est pas à cause de Dieu. Je le dis et je le maintiens, ce n'est pas à cause de Dieu. C'est pour ses poches. C'est pour ses poches. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. C'est la fin de cette émission, une émission consacrée à 3 thèmes. Vous l'entendez en fond sonore, c'est des journalistes que nous avons invités aujourd'hui. C'est le Forum de la presse et Yuba ne finit pas de donner ses thèses sur les questions. Alors, les questions débattues dans cette émission, les assassinats de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon de RFI à Kidal, 2 ans après, l'enquête piétine. Nous avons également vu la situation dans le nord du Mali avec cette question du processus de paix. Nous avons parlé de terrorisme avec cette attaque de Pinas dans la région de Mopti, précisément à Ténenkou. Et les journalistes pour en parler, Yuba Konaté du Zénith Balé, Amadou Diallo du journal des Sorts et Jakardia Yossi du journal indépendant. Il y avait également avec nous Lafia Sinaba, journaliste indépendant. Je suis Famoussa Sidibé. Gagny Kanté était à la technique. Ousmane Diadje Touré a réalisé cette émission. Peting Diara à la régie vidéo. Nous vous disons bon week-end et à lundi pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.